J'ai rejoint les think tanks d'évidence parce que les thèmes de ce think tank sont au centre, donc ça veut dire les rapports entre science et démocratie sont au centre de mon travail en philosophie et en épistémologie. Moi, je suis rentré en contact avec Agnès Buzyn et les think tanks Évidence grâce à la publication d'un de mes livres, enfin, qui était vraiment sur la thématique de la vérité et de son rôle en démocratie. Et donc, on a discuté pas mal de tout ça avec le groupe d'évidence. Mon interprétation, c'est ce que je dis dans mes travaux, c'est que la crise du rapport entre, disons, citoyens et savoir, citoyens et science, elle est une crise d'autorité. Ça veut dire que ce n'est pas une crise des connaissances, c'est pas que les gens savent moins. Je pense que on peut avoir des données qui montrent que les gens savent plus aujourd'hui par rapport à il y a 40, 50, 70 ans. Et donc ce n'est pas la circulation des savoirs qui est inférieure à une autre époque, enfin, on a même presque trop de savoir qui circule, c'est que les gens ne savent pas à qui se fier. Ça veut dire qu'il y a une crise des autorités épistémiques, comme je les appelle dans mon travail. Ça veut dire une crise des points de référence. Quand j'étais petite, il y avait quelques journaux, 2 chaînes télé, une université dans ma ville. Donc les autorités étaient très peu nombreuses, enfin, et assez. C'est pas elles étaient plus fiables, mais tout simplement elles étaient faciles à isoler. Et donc, c'est référé à, je pense ça parce que c'est le journal que je lis tous les jours qui le dit. Ou je crois ce résultat scientifique parce que ça a été produit par l'université que je connais, enfin, ou les groupes, les scientifiques qui travaillent dans une université dont je connais la bonne réputation, etc. Donc, c'était plus facile. Aujourd'hui, on a une explosion des sources et d'informations qui n'est pas due seulement aux nouvelles technologies, c'est dû aussi à la fragmentation politique, c'est dû aussi à la globalisation, c'est dû à plein de facteurs différents qui font ainsi que on ne sait pas trop à qui se fier et pour quelles raisons. Et donc, moi, je pense que la crise du rapport entre science et démocratie est une crise d'autorité. Enfin, et ceci veut dire, pourquoi je le dis, enfin, je ne pense pas on est forcément tous d'accord, même dans le think tank Évidence, enfin, c'est ma position. On peut penser, par exemple, que la, la, la première chose sur laquelle il faut intervenir, par exemple, c'est l'éducation des citoyens, que les citoyens soient plus éduqués en sciences. Et je pense qu'en général, c'est une très bonne chose que les citoyens soient plus éduqués en sciences. La démocratie va avec des demandes d'éducation citoyenne. Enfin, l'école publique est une invention au fond de la démocratie. Enfin, je dirais, pour pouvoir décider tous ensemble, il faut un certain niveau d'éducation collective. Enfin, et donc, c'est très bien. Mais je pense pas que ça va résoudre le problème parce que je pense qu'il faut être capable de redonner, réenchanter certaines sources d'autorité, comme l'autorité scientifique, parce que la plupart des choses que nous croyons et que nous acceptons parmi nos croyances nous vient quand même de l'autorité de sources qui sont plus expertes que nous. Moi, je ne vais pas refaire les expériences pour savoir si un certain pesticide a des conséquences sur la santé, etc. J'accepte ce que les experts me disent. Donc, en fait, je dois
pouvoir me fier de ces experts, être sûr qu'ils ne sont pas manipulés, être sûr que l'information a été produite sans biais politique, économique ou d'autres formes d'intérêt. Donc, je pense que j'insiste beaucoup dans mon travail et c'est comme ça que j'espère pouvoir contribuer à ce think tank. J'insiste beaucoup dans mon travail, enfin, sur le rôle de ces mécanismes de confiance et d'autorité et comment les réenchanter, enfin, pour améliorer, disons, la situation cognitive de nos démocraties. En ce moment, on a l'impression qu'on est un peu tous en train de devenir idiots, quoi. Enfin, trop d'informations, on ne sait pas la valeur véritable de l'information qu'on lit, on n'a pas le temps. Il y en a tellement, on y a une telle inondation d'informations qu'on n'a pas le temps de vraiment de la filtrer comme il faut, enfin, ou de la contrôler, de la vérifier comme il faudrait. Et donc, si vous voulez, la crise, moi je suis un philosophe, je ne suis pas un scientifique, mais je suis un philosophe qui s'intéressait beaucoup aux sciences et aux questions liées à l'épistémologie, enfin, qui est vraiment la partie de la philosophie qui a à faire avec les questions de connaissance. Qu'est-ce que ça veut dire connaître, savoir vraiment quelque chose, enfin, par rapport à juste croire, avoir une opinion, etc. Et je trouve que cette phase de nos démocraties est une phase de grande crise épistémique. Ça veut dire que les gens ne savent plus qu'est-ce qu'ils connaissent vraiment, qu'est-ce qu'ils savent vraiment, et ils ne savent plus quelles sont les sources auxquelles ils peuvent se fier d'une façon certaine, sûre. Et donc c'est ça qui crée des tensions très souvent violentes entre, disons, entre vie démocratique et savoir. Tensions qu'on a vues dans les crises récentes, comme la crise du Covid, tensions qui peuvent coûter la vie des gens, enfin qui peuvent vraiment mettre en question profondément notre système de valeurs, etc. Donc, les gens sont très... donc, il y a une tension d'abord, enfin, point de vue, disons, philosophique, il y a une tension évidente entre science, savoir et démocratie. Parce que la science, le savoir, a la tendance à s'imposer comme une autorité, à être un peu coercitive. D'un côté, c'est une entreprise très ouverte qui est basée sur le dialogue, sur l'échange, donc ça pourrait être un modèle de démocratie. De l'autre côté, d'une certaine façon, si 2 plus 2 font 4, votre opinion que 2 plus 2 font 5, c'est pas pertinente. On peut pas avoir des opinions différentes sur ça. Tandis qu'on peut avoir des opinions différentes sur l'avortement. Enfin, c'est bien ou c'est mal. Enfin, on peut pas avoir des opinions différentes sur un résultat scientifique. Donc, c'est là la tension avec, disons, une certaine intuition démocratique que chaque opinion a la même valeur, a une tête, un vote. Et donc, pourquoi, si je pense que le climat n'est pas en train de changer ou que 2 plus 2 font 5, pourquoi je dois me soumettre à l'autorité de quelqu'un qui pense d'une façon différente et qui me dit que son savoir est supérieur, est d'une qualité supérieure. C'est difficile, enfin, c'est difficile à les faire comprendre. La vérité est un concept intuitif, mais c'est très difficile à expliquer aux gens qu'est-ce que c'est, parce que la vérité,
la meilleure approximation qu'on a de la vérité, qui est la vérité scientifique, est basée sur des méthodes de vérification, de démonstration, des démonstrations mathématiques, ou bien des méthodes d'extraction de données empiriques. Et, et voilà, et donc faire comprendre aussi à quelqu'un que c'est différent, par exemple, d'arriver à une conclusion juste en demandant, en interrogeant 3 ou 4 personnes, et, 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 au lieu que, par exemple, d'arriver à une autre conclusion, par exemple, sur l'économie, sur la sociologie, en faisant vraiment une enquête statistiquement significative de la population, donc en envoyant, je ne sais pas, des questionnaires à des milliers de personnes, etc. Donc, faire voir cette différence, c'est difficile. Les gens ne savent pas beaucoup de qu'est-ce qu'une méthode scientifique. Pourquoi quelqu'un qui est du métier, enfin, voit tout de suite un bon résultat, qui a une certaine robustesse, une certaine qualité, et donc qui a une approximation majeure à la vérité, parce que la vérité à 100%, on l'a jamais. Peut-être, je sais pas, si quelqu'un a une illumination religieuse et une révélation, mais non, sinon, même dans la science, on n'a jamais de vérité à 100%. C'est la vérité, un concept très probabiliste, enfin très statistique. Enfin, et donc, vous pouvez aller sur Google Scholar et voir le prestige d'un scientifique, ça veut dire le nombre de citations, le nombre de publications, etc. Raoult était un super scientifique, c'était pas un charlatan du tout. Enfin, donc les gens avaient des raisons comme ça, les raisons qu'on a tous, enfin, pour faire confiance aux scientifiques. On regarde, on voit que c'est des gens prestigieux qui ont quand même beaucoup de publications citées par tout le monde, qui travaillent dans des institutions prestigieuses. Bon, on peut faire confiance. Donc, je pense pas que et là, on se rend compte que Raoult est un charlatan parce que il fait une expérience sans faire les contrôles nécessaires qu'on fait. Les contrôles, ça s'appelle des contrôles statistiques, de random control trials en anglais, des contrôles statistiques nécessaires qu'il faut faire pour qu'une expérience de ce type, biologique, médical, soit valide. Mais comment le public peut comprendre? Donc, il y a un vrai... Là, il y a un vrai problème. On n'a pas de remède. Cet homme propose un remède et on lui dit, non, c'est n'importe quoi parce que votre expérience n'a pas de random control trials. Les gens ne savent pas qu'est-ce que le random control trials, ne savent pas comment une expérience scientifique est. Et donc, il y a eu une vraie rébellion, enfin, de beaucoup de gens qui ont dit mais pourquoi je dois me fier à cette histoire des méthodologies statistiques, etc., quand un type super prestigieux, en plus marseillais, français, etc., dit qu'il y a un remède, étant donné qu'on est dans un moment où il n'y a pas de remède. Donc, c'est avant les vaccins, tout ça. Et donc, là, pour dire que c'est très difficile de faire d'expliquer au grand public et donc aux citoyens qui doivent accepter des décisions, doivent voter, doivent prendre eux-mêmes des décisions. Qu'est-ce que méthode scientifique? Qu'est-ce que la différence entre vérité et opinion? Et parce que ça, c'est pas des mots philosophiques. Cette différence est basée sur plusieurs millénaires de affinement d'une méthode scientifique, enfin, au moins à partir de la Grèce ancienne, et beaucoup avec la révolution scientifique, enfin, du XVIe siècle. Et donc, c'est une longue histoire pour arriver à dire, ça c'est une démonstration, ça c'est démontré, point à la ligne, enfin tout le monde doit l'accepter. C'est pas quelque chose qui est facile
Donc voilà, disons, à l'intérieur de ce think tank, je pense pouvoir contribuer avec mon approche à moi qui centre sur les questions de confiance, d'autorité et de construction de la confiance, le problème central du rapport entre science et démocratie. En général, le doute, qui est une très bonne question philosophique, enfin, euh, c'est quelque chose qui ne plaît pas aux gens. Les gens veulent des certitudes. La science ne peut jamais donner des certitudes de 100% parce que la science est une entreprise ouverte. Donc, la bonne science, comme disait le philosophe Karl Popper, est celle qu'on peut falsifier. Enfin, si une théorie est tellement est construite d'une telle façon que on ne peut pas lui faire une objection, c'est probablement une théorie très mauvaise. Enfin, c'est pas de la science, probablement c'est de l'idéologie. Et donc il y a cet aspect ouvert, et donc c'est difficile de vous dire il faut faire ceci et cela, par exemple, mais on n'a pas la certitude que ça soit une bonne idée. Prenez le cas encore du Covid, qui est un cas qui a quand même disons, montrer le besoin de réfléchir sur les rapports entre science et politique et science et démocratie, parce qu'on était tous dedans. Enfin, les décisions politiques étaient prises à partir de données scientifiques, enfin, qui étaient bien sûr pas sûres au 100%, et qu'il fallait interpréter, qu'il fallait adapter à chaque contexte national, etc. Donc, c'était vraiment très difficile. Moi, je pense que la meilleure solution pour que les gens acceptent le doute et la partie d'ouverture, enfin, de la recherche scientifique, c'est d'exposer la science, enfin, de la montrer, de montrer comment elle travaille. Elle est un processus qui, au fond, ressemble un peu à la délibération démocratique, parce qu'on discute beaucoup. La science n'est pas une entreprise individuelle. On a un peu un mythe des grands scientifiques, Newton tout seul dans son bureau, Descartes, etc. Mais en fait, la science n'est pas faite comme ça. Même ces gens-là communiquaient énormément avec les autres scientifiques. Enfin, la science était une conversation très rigoureuse, enfin, mais quand même, ça reste une conversation et un lieu de délibération. Et donc, la rendre plus transparente, faire montrer l'intelligence collective qu'il y a dans la science peut aider les citoyens non seulement à comprendre la science, mais à comprendre aussi l'intelligence collective qu'il y a dans la démocratie. Moi, ce que je pense, c'est pour ça que je suis engagé dans ce projet d'évidence et dans les projets de mon travail, disons, intellectuel. Je pense que ce qui est le parallèle qu'il y a entre science et démocratie, c'est que justement, c'est deux entreprises d'intelligence collective. Mais pour produire de l'intelligence collective, il faut certaines règles. Il faut certains comportements, il faut certaines normes. Enfin, on ne peut pas juste parler tous ensemble, comme on fait aujourd'hui beaucoup, par exemple, sur les réseaux sociaux, etc., qui sont plutôt des outils de bêtises collectives au lieu que d'intelligence collective. Donc, ça serait magnifique disons, de faire ressortir à nouveau ces propriétés de ces systèmes, enfin, le système le système, disons, de la big science, enfin, de la science faite au niveau disons, de recherche, de beaucoup de chercheurs qui sont impliqués, et aussi de réenchanter en même temps l'aspect intelligent de la démocratie. Ça veut dire que
en discutant ensemble, on arrive à des meilleures solutions. Enfin, c'est un aspect de la démocratie. Enfin, c'est pas les seuls, mais c'est un aspect de la démocratie. Donc, en fait, je pense que la science devrait être plus exposée, plus non seulement dans ses contenus, mais dans ses méthodes, dans ses prises de décision. C'est que les gens s'habituent à discuter avec les scientifiques, à discuter, à comprendre, disons, cette conversation qui est la conversation scientifique. Je pense que l'intelligence émotionnelle est très importante et pour gérer, disons, la vie ensemble dans une démocratie et pour développer du savoir, enfin. Et je me suis penché dans ma recherche sur, disons, l'aspect cognitif des émotions, enfin, quel type de... disons, la connaissance aussi est accompagnée par certaines émotions. Je ne pense pas que la science soit privée dépourvue d'émotions. Pour ceux qui font la recherche, c'est justement, normalement, c'est des gens, à part quelqu'un, mais disons, c'est des gens qui deviennent pas riches. Enfin, c'est des gens qui sont profondément, par exemple, curieux. La curiosité est une émotion très particulière, mais si vous l'avez prouvé dans la vie, enfin, ça vous prend, enfin, vous n'arrivez plus à vous arrêter. C'est tellement prenant la curiosité qui peut devenir un vice, enfin, je veux dire, parce que vous vous arrêtez plus. Et la surprise aussi, c'est une émotion typiquement scientifique, enfin, se sentir surpris. Alors, disons, les gens en général n'aiment pas trop les surprises. Enfin, ils préfèrent se pencher, par exemple, sur l'information qui confirme ce qu'ils savent déjà. Enfin, ça s'appelle les biais de confirmation. C'est un des biais les plus forts de notre vie cognitive. La recherche scientifique est bon, pas toujours, mais quand elle est bonne, quand elle est amusante, quand elle est gratifiante, elle est surprenante. Enfin, vous avez fait une hypothèse, vous testez, et en fait, ça sort quelque chose de complètement différent. C'est un peu comme l'art. Il y a un aspect on a écrit beaucoup sur les relations entre science et art, et, et c'est vrai que les expériences émotionnelles liées à ces deux activités humaines fondamentales, enfin, ne sont pas complètement distinctes. On pourrait penser la science rationnelle, l'art émotionnel, etc. C'est pas vrai. Enfin, je pense qu'il y a il y a la créativité, il y a la surprise, il y a la curiosité, il y a plein de choses qui rendent ces deux activités assez semblables. Mais je suis tout à fait d'accord. Peut-être qu'il y a des retombées technologiques un jour, etc. Mais je veux dire, tandis qu'il y a beaucoup de gens qui vont dans les rues en disant les vaccins ne marchent pas ou le changement du climat n'existe pas. Parce que c'est des choses qui touchent à notre mode de vie, à nos émotions, à nos peurs. Et donc, c'est dans la tête de tout le monde. Donc, ça veut dire aussi la science qui intéresse, qui engage les gens, qui les implique dans une conversation collective. C'est la science qui a une pertinence dans dans une salience, une pertinence qui s'accroche à des émotions, et c'est pour ça que, encore une fois, le Covid a été une expérience, je veux dire, très dure pour nous tous, mais c'était un laboratoire génial de tout ça. Enfin, je veux dire, la science n'a jamais été si exposée, mais probablement elle a été mal exposée. Enfin, donc les gens n'ont pas compris plein de choses. Les gens n'ont pas compris sur quoi était basé le lockdown, sur quels résultats il y avait un peu des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, mais il n'y avait pas des résultats scientifiques hyper solides que vous pouviez expliquer dans les rues. C'était une mesure qui était aussi
prudentielle, enfin, qui était aussi basée sur un principe européen de précaution, mais pas seulement elle a été prise dans le monde entier, mais par exemple, moi j'avais travaillé sur le cas de la Suède, qui est un pays qui n'a pas fait de lockdown. Il se pense en sortie pire que les autres pays du Nord. Bien sûr, la Suède, pays du Nord où les gens sont plutôt plus tranquilles que dans le sud de l'Europe, enfin, et que avec une population très, très limitée. Mais disons, la Suède ne l'a pas fait pour des raisons de valeur, par exemple. Donc, il faut faire... la politique est toujours un arbitrage entre vérité et valeur. Enfin, et donc, vous pouvez imposer une vérité, et dans le cas, par exemple, du lockdown, pour les citoyens, c'était pas très clair quelle était cette vérité. On n'avait pas un théorème qui disait que le lockdown aurait résolu tous les problèmes. Et de l'autre cas, vous devez faire un arbitrage en disant combien ça va coûter à la population, combien, par exemple, est-ce que c'est trop loin de leur valeur? Pour la Suède, c'était trop loin, par exemple, parce que les Suédois ont dans la Constitution un article qui dit que dans aucun cas, l'État peut bloquer les mouvements des citoyens. Donc, ils auraient pu le faire parce que tout le monde était dans un état d'urgence. Dans l'état, donc, ils auraient pu le faire, mais ils ont préféré ne pas aller tellement contre les valeurs suédoises. Et donc, vous voyez, c'est compliqué. Enfin, vous avez d'un côté le monde les mondes des vérités, enfin, de l'autre côté, le monde des émotions, des valeurs. Et donc, sûrement, par exemple, dans les cas du Covid, la science a été perçue comme froide, distante, autoritaire, coercitive, en plus, même pas basée sur des résultats tellement robustes, parce qu'en fait, il n'y avait pas de sciences de Covid, parce que le Covid n'existait pas avant le Covid. Enfin, donc, il fallait tout inventer. Enfin. Et donc là, il y a eu un clash, on a payé un prix politique, social, psychologique, enfin, vraiment psychologique aussi, du lockdown qui a probablement dépend aussi de comment la gestion de la communication scientifique et de l'interaction entre sciences et politique, enfin, donc, a été faite. Enfin, donc, tout ça est au centre vraiment des questions d'évidence. La désinformation est le sujet de mon prochain livre, donc je m'intéresse beaucoup à la question. Je trouve que cette période historique qui est très agitée et très confuse est quand même une aubaine pour les philosophes, parce qu'il y a plein de questions très philosophiques, vérité, post-vérité, information, désinformation, des questions vraiment qui ont été voilà, on fait partie de mon éducation, par exemple, ma formation philosophique qui devient très importante, très centrale pour comprendre la réalité aujourd'hui, pour comprendre la politique, etc. Donc, encore sur la désinformation, mon approche, qui n'est pas le seul, est d'abord, il faut comprendre qu'est-ce que la désinformation. Est-ce que c'est l'opposé de l'information? J'en suis pas sûr. Je pense que c'est une notion qui est un peu différente, qui a une histoire différente par rapport à l'histoire de la notion d'information. Et ce que disons, la ligne que j'explore sur la désinformation, c'est un peu la même que j'explore sur la vérité. Ça veut dire, je pense que le problème central de la désinformation est lié à la crise d'autorité à nouveau. Enfin, ça veut dire que ce n'est pas les contenus qui me
désinforme, c'est que je ne sais pas qui est la source. C'est que une information sans réputation est quelque chose que je suis pas capable de processer dans mon esprit. Euh, euh, j'ai besoin de savoir qui dit quoi. Et donc, aujourd'hui, beaucoup le phénomène de la désinformation est très lié à la perte de réputation de l'information qui circule. Pour plein de raisons, là aussi, pas seulement les réseaux sociaux, les nouvelles technologies, mais aussi la propriété des grands journaux et de la presse en général, ce qui est un univers, un paysage qui est très différent par rapport à il y a 30 ans, 40 ans. Et donc, on, si on ne sait pas qui est derrière une information, on a du mal à y croire. Donc, à la limite, moi, j'ai plus peur d'un doute généralisé, qu'on commence à penser que ce qu'on lit, c'est pas bon, et que d'une crédulité généralisée. Donc, moi, je pense que la confiance est l'ingrédient numéro un pour la connaissance. Si on se fait, même lorsqu'on on essaye d'élever et d'éduquer des enfants, si les enfants ne nous font pas confiance, et si nous aussi on ne fait pas confiance aux enfants, on n'apprend rien et on leur apprend rien. Et je pense que c'est vraiment c'est une espèce de vraiment de substrat, enfin, de tout processus cognitif, etc. Donc, euh, la- se protéger trop de la désinformation, ça peut être dangereux parce que ça casse la confiance, et douter trop de ce qu'on lit, de ce qu'on regarde, etc. Là aussi, ça peut nous faire rater beaucoup de bonnes informations. D'ailleurs, dans mon laboratoire, enfin, il y a eu des expériences euh, de collègues, psychologues, sociologues, qui montrent que euh, justement la perte d'informations qu'on a avec un doute systématique sur tout ce qu'on lit est plus grave, afin que absorber quelques fake news, enfin. Donc voilà, donc je pense que il faut pour lutter contre la désinformation, ce n'est pas juste enlever, comme on fait déjà, bien sûr, ça c'est important, enfin, faire un peu de désintoxication, enfin, de ce qui paraît, par exemple, sur euh, sur les réseaux sociaux, etc. Mais aussi redonner confiance dans les sources, enfin, je veux dire, dans la réputation de l'information. Si je pense que bah, ce qui est dit à la radio, c'est de toute façon dépend des intérêts des propriétaires de la radio, et ce qui est dit dans les journaux, pareil, et ce qui est dit sur... Voilà, je ne vais pas y croire. Enfin, donc j'utiliserai à nouveau mes outils de travail, enfin, qui sont fondamentalement la confiance et la réputation, pour comprendre aussi le phénomène de la désinformation.